Il est 7h48. Sonia De Villers, votre invité, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia De Villers. Je vous ai aperçu lever les yeux au ciel pendant la chronique de Dominique Seux, la vente à perte des carburants. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée. Très franchement, fausse bonne idée pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on va tuer le petit commerce et on va désertifier une fois de plus les zones rurales parce que les indépendants qui sont situés non pas dans les grands centres urbains, mais plutôt dans les zones rurales, vont finalement trinquer. Et puis ensuite... Les indépendants, vous parlez des stations-service indépendantes ? Je parle des stations-service indépendantes. Elles vont être aidées par le gouvernement. Oui, mais vous voyez, le système est complètement dingue. D'un côté, on crée les conditions de leur perte et ensuite, il faut les subventionner. Voilà le problème du modèle français tel que nous le vivons aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est que penser un seul instant que les grandes surfaces, la grande distribution sont des philanthropes, c'est se tromper. C'est-à-dire que ce qu'ils vont perdre à la pompe, ils vont le gagner à la caisse. C'est tout. C'est tout. Ils feront une sorte de moyenne et d'autres prix augmenteront. Le consommateur ne s'en apercevra pas, mais il paiera en réalité. Lampedusa, c'est le drame de ce week-end. Qu'est-ce que, selon vous, la France doit faire ? Est-ce qu'elle doit, comme l'a affirmé la ministre des Affaires étrangères, prendre sa part ? Moi, je pense que Lampedusa, c'est cette île où se joue l'avenir de l'Europe. Je pense que le chaos migratoire, on le voit bien, irrite de plus en plus les peuples. Et si on n'y apporte pas une réponse, qui soit une réponse ferme, déterminée, il y aura des insurrections électorales. Comme on a déjà vu d'ailleurs en Europe, et même quelque part à Mayotte, puisque, souvenez-vous, il y a 20 ans, Jean-Marie Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle, fait 11,8%. 20 ans plus tard, au second tour, dernière présidentielle, sa fille fait près de 60%. Concrètement, Bruno Retailleau. Concrètement, je pense que le pacte tel qu'il a été voté par le Conseil européen, par les États, est une bonne chose, notamment pour avoir ces centres de rétention et pour que les dépôts de demande d'asile soient faits aux frontières de l'Europe. Voilà. Je pense, moi, pour notre politique migratoire, qu'il faut même envisager, pour ce qui concerne la France, de pouvoir déposer des demandes d'asile dans des pays sûrs, de transit par exemple, mais aussi à l'extérieur de nos frontières. Le problème, c'est que le droit d'asile, aujourd'hui, et en tout cas le pacte européen, a été approuvé en juin par le Conseil, c'est-à-dire par les États, mais il y a une opposition au Parlement. Mais je pense que la politique de la fermeté paiera, parce que si on n'est pas ferme, le problème, c'est que les filières, les mafias, ceux qui pratiquent la traite des êtres humains. Il y avait dans un grand journal du soir le témoignage de plusieurs femmes hier. Sans doute vous l'avez lu. Oui, qui, dans Le Monde. Qui montrait... Des propos recueillis par une consoeur, Lorraine de Fouché. Bien sûr, qui montrait que pour ces femmes, le viol était quasiment systématique. Eh bien, plus on aura une politique laxiste, plus on encouragera ces pratiques inhumaines. Il faut absolument décourager, d'abord, par ces moyens-là, donc le dépôt des demandes d'asile aux frontières, la construction de centres de rétention, comme cela a été fait en Grèce, sur l'île de Lesbos, dans des conditions humaines, bien sûr, mais on ne sort pas si, c'est-à-dire ce sont des vrais centres de rétention, si en réalité on ne justifie pas, par exemple, le droit d'asile, le statut de réfugié. Marine Le Pen a parlé de submersion migratoire. Quelques heures après, Éric Ciotti a parlé lui aussi de submersion migratoire. Marion Maréchal s'est rendue sur l'île de Lampedusa et ça a été en termes d'images des séquences abondantes avec les migrants derrière elle, filmés sur les quais de l'île. Marine Le Pen s'est rendue en Italie. Est-ce que vous diriez que l'extrême droite a, on va dire, imprimé cette séquence en termes d'image et l'a largement dominée? Madame von der Leyen s'est aussi rendue aux côtés de Madame Meloni, présidente du Conseil italien, sur place. Simplement, on voit bien que cette petite île de 6 ou 7 000 habitants qui reçoit un afflux de presque 10 000 migrants, ça pose un problème. Bien sûr qu'il y a une forme de submersion au sens propre du terme. C'est un qualificatif qu'on doit pouvoir employer compte tenu des proportions. Il y a un problème que je me pose quand même. Bruno Retailleau, il y a un problème avec la Tunisie. D'autres ont rappelé néanmoins que cette submersion, comme vous dites, c'est un afflux qui a été massif et soudain, mais c'est un afflux qui a été très ramassé dans le temps et que dans le même temps, l'Italie, ces derniers mois, a reçu presque 200 000 Ukrainiens sans qu'on parle
par exemple, de submersion migratoire, que l'Europe a accueilli presque 4 millions d'Ukrainiens sans qu'on parle de submersion migratoire ou d'invasion migratoire. Sur les 8 premiers mois de l'année, l'Italie a vu doubler en réalité ces flux de migration. Et vous savez très très bien l'irritation de tous les peuples européens de ce point de vue-là. En France, c'est pratiquement un demi-million par an quand on ajoute les demandes d'asile, les titres de séjour, étudiants ou autres, le regroupement familial, plus l'immigration illégale. Eh bien, il y a ce sentiment des peuples qui sont dépossédés. Ils sont dépossédés de ce droit qui leur est propre de pouvoir contrôler les frontières. Et ce que je veux dire, c'est que il faudra une politique du donnant-donnant aussi avec les pays notamment émetteurs, les pays d'origine. J'ai quand même un doute, moi, parce que 200 bateaux, 199 très exactement, bateaux, en quelques jours, qui partent de Tunisie, les gardes-côtes tunisiens n'ont pas pu ne pas les voir. Donc, quelque chose s'est passé. Il y a eu un accord, vous savez, avec des millions d'euros à la clé, entre notamment l'Europe, l'Italie et puis la Tunisie, mais quelque chose qui n'est pas normal s'est passé. Et la clé, ce n'est pas seulement le traitement des demandes d'asile, c'est en même temps, la clé, elle se trouve dans les pays sources, dans les pays d'origine. Je veux rappeler quand même que l'Europe est la première puissance humanitaire du monde. Donc le co-développement de l'Afrique, c'est essentiel. Qu'est-ce qui vous différencie du Rassemblement national? Qu'est-ce qui vous différencie de l'extrême droite sur ce dossier, vous, les Républicains? Je pense qu'on a une approche raisonnable des choses. Quand je disais par exemple que le Conseil européen avait posé une première pierre, notamment par le traitement des demandes d'asile, voilà une des différences. Simplement, nous ne sommes pas laxistes. Et je ne calque pas mes propos ni sur la droite, ni sur la gauche, ni sur le Rassemblement national, ni sur M. Macron. Je calque toujours mes propos, voyez, sur l'intérêt général. C'est ma boussole, l'intérêt général. Et l'intérêt général nous commande une politique de fermeté, de très grande détermination contre l'immigration. Dans un mois et demi arrive au Sénat. Je rappelle que vous êtes sénateur président du groupe Les LR au Sénat, arrive la loi sur l'immigration proposée par le gouvernement. Sacha Houlié, que vous connaissez bien, député de la majorité, président de la commission des lois à l'Assemblée, était notre invité la semaine dernière. Il s'est affiché dans Libération avec le PS, avec les Verts, avec le Modem pour insister. Pas de loi sur l'immigration sans un volet de régularisation des travailleurs dans les métiers dits en tension. Est-ce que vous campez sur vos positions? Est-ce que vous refusez toujours de voter cette loi si elle maintient ce volet de régularisation? Oui, je voudrais vous expliquer pourquoi nous refusons. D'abord parce que on voit bien que ce qui est important vis-à-vis des mafias, des filières, c'est le signal qu'on émet. Or, la France, c'est pas moi qui le dis, c'est Didier Lesky dans un très bon ouvrage, Le Grand Dérangement, est le pays européen le plus avantageux, qui donne le plus d'avantages. Bref, les pompes aspirantes. On va en ajouter une. Or, ce qui est grave, là, vous voyez, c'est que en droit français, normalement, on ne doit pas donner une prime à la fraude. Mais si demain, on régularise massivement, y compris pour des motifs de travail, des gens qui sont arrivés clandestinement, alors, on contrevient à ce principe. Et donc là, on donne une prime à la fraude. Par ailleurs, 500 000, un demi-million d'immigrés aujourd'hui pointent à l'assurance chômage. Est-ce que vous savez... Et l'hôtellerie et la restauration cherche 300 000 travailleurs manquants. Bien sûr. Juste un instant. Et Sacha Houlié a dit à ce micro, a pointé l'hypocrisie des parlementaires de droite, députés et sénateurs, qui dans leur circonscription, à tour de bras, poussent il l'a dit à ce micro, poussent des demandes de régularisation. Pourquoi? Parce que des patrons de PME viennent leur supplier des travailleurs. Pourquoi? Parce que des patrons de restaurants et d'hôtellerie viennent leur supplier. Parce que des patrons d'hôpitaux viennent leur demander de la main-d'œuvre. Écoutez, la main-d'œuvre, elle est là, elle est en France. Qu'est-ce que vous faites des 1 400 000 jeunes, au moment où je vous parle, qui sont ni à l'école, ni en stage, ni en emploi? Qu'est-ce que vous faites des près de 2 millions de Françaises et de Français qui sont au RSA? Qu'est-ce que vous faites des près de 3 millions de Français qui pointent au chômage en catégorie A? Alors, je comprends, moi, qu'il y a un certain nombre de patrons qui aimeraient bien avoir une main-d'œuvre qui soit peu chère, qui fasse une pression, si j'ose dire, sur les salaires en France. Mais il faut rester raisonnable. Je ne veux pas d'une capitulation. Il faut d'abord remettre au travail ceux qui en sont privés. Et par ailleurs, il existe bien sûr des procédures à la main des préfets de régularisation ponctuelles, en s'assurant qu'il y ait bien un contrat de travail, en s'assurant qu'il y ait bien une vraie assimilation. Vous êtes catholique et pratiquant. Ça, c'est mon domaine réservé, si j'ose dire. J'avais, avec Léa Salamé, l'habitude de questions, comment dirais-je... Vendredi, le pape François intime, mais...
prévoit de se recueillir au mémorial dédié aux migrants disparus en mer. Il rencontrera le président de la République française et il abordera ce sujet des migrations et de l'immigration. Est-ce que vous considérez, comme Marion Maréchal, que le pape en fait trop sur les migrants ? Non, moi je considère que le pape est dans son rôle et qu'il nous donne un idéal de vie. Mais vous voyez bien que engageons-nous à être des portes toujours plus ouvertes, si cet idéal a dit le pape au mois d'avril. Mais si cet idéal consistait à faire venir en France toute la misère du monde, qu'est-ce qui se passerait ? Il y aurait une insurrection civile, il y aurait de la violence. Donc le pape n'est pas réaliste. Mais je veux dire qu'il y a deux ordres. C'est marrant parce que vous êtes très attaché à la laïcité. Réaliste. Il y a un ordre spirituel, vous voyez, religieux, et puis il y a un ordre temporel. Et mélanger les deux, c'est ce qu'on appelle, dans une expression populaire, paver l'enfer de bonnes intentions. Mais tout ça mène à l'enfer malgré tout. Et le président de la République fait bien de se rendre à la messe. Oui, est-ce qu'il s'est rendu à la messe de couronnement de Charles III. Charles III, chef d'État, Charles III, patron de l'église anglicane. Pour autant, il n'est pas devenu royaliste. Merci Bruno Retailleau. Et merci Sonia De Villers. 7h59.